Hello, bienvenue dans le podcast Cap Génération. Je suis super contente de vous retrouver. Cette semaine, c'est moi qui fais la chronique et on va parler d'un sujet très piquant, à savoir le regard des autres. Et Dieu sait, dans la parentalité, que on l'expérimente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense dans tous les domaines de vie, mais la parentalité, en tout cas, je sais pas comment vous le ressentez, mais moi, c'est vraiment le domaine de vie où j'ai senti, vraiment ce regard peser pour toutes les situations, à chaque décision, de la façon de faire. Ça commence déjà dès qu'ils sont bébés, en fait. Est-ce qu'on les allaite? Est-ce qu'on leur donne le biberon? Comment on fait ci? À quel âge, ils vont sur le pot? Et puis patati et patata et en fait, on se rend compte qu'à chaque fois, on a des miroirs des autres qui viennent plus ou moins impacter notre façon, déjà de nous diriger, de nous leader dans notre vie. En tant qu'entrepreneur, on le sait, ce regard des autres est très, très présent de, la façon dont on va œuvrer dans notre entreprise. Les réseaux sociaux sont d'ailleurs un merveilleux miroir de toutes ces projections, ces critiques de gens bien tranquilles derrière leurs écrans, hein, mais qui souvent ne font pas grand-chose, n'est-ce pas? Et en parentalité, alors là, je crois que c'est le pompon, du domaine où il y a le plus de projections, de critiques, en fonction de comment on dirige, comment on éduque, nos enfants, comment on dirige notre famille, comment, le oui, tout simplement le mouvement, en fait, qu'on a envie, de donner. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et à ce sujet, j'ai, une anecdote que je viens de partager dans Alliance Héritage. Donc Alliance Héritage, c'est notre cercle des mères visionnaires, pionnières, entrepreneurs, leaders, qui ont envie d'une nouvelle génération, qui ont envie d'une nouvelle éducation, à la hauteur de tout ce qu'elles sont déjà en train de créer dans leur entreprise, dans leur business. Parce qu'il s'agit pas uniquement de parler de liberté de notre entreprise, de voir à quel point on déjoue les statistiques, à quel point on se dépasse, à quel point on fait preuve d'audace. Si à côté de ça, nos enfants, on continue de finalement s'accommoder du système, de d'une façon de faire où on sent bien que c'est pas à la hauteur de nos valeurs, de nos idéaux, mais on n'œuvre pas vraiment ou alors on n'a pas trouvé les ressources de comment finalement, et ben, équilibrer et donner alors c'est équilibrer, c'est pas le mot, c'est pas, du 50-50, c'est, plutôt de donner la même vibe, le même déploiement, à haute valeur chez nos enfants que l'on fait déjà dans notre entreprise. Et ça, c'est un vrai sujet chez les entrepreneurs parce que je vois beaucoup de femmes leaders qui sont leaders, qui ont des entreprises à succès, mais quand il s'agit, de leurs enfants, bah, finalement, qui tombent dans, le contrôle, la peur, le regard de l'autre et qui sentent qu'il y a un truc qui est pas aligné, mais voilà, qui ont besoin d'un espace pour aller œuvrer là-dedans. Et c'est ce qu'on fait dans Alliance Héritage. C'est une question d'identité, de posture pour les mères leaders. Hem et j'ai vraiment, en fait, dédié cet espace à un cercle où on est les unes à côté des autres. C'est pas un accompagnement, on va pas parler, de parentalité, du quotidien, tout ça. On est dans la posture, on est dans l'identité, on est dans l'audace, on est dans, à combien on trace de nouvelles voies aussi dans la parentalité, pas que dans l'entreprise et en plus, Alliance Héritage vient alimenter tous les projets de Prism Factory puisque une partie du chiffre d'affaires d'Alliance Héritage est reversée, dans le mécénat qui déploie notamment, les projets des enfants de la Fabrique des mondes. Donc en rentrant dans Alliance Héritage, tu viens contribuer à cette non seulement cette éducation nouvelle génération, non seulement tu élèves ta posture et ça va avoir des impacts pas seulement dans ta vie de maman, mais aussi, dans ta vie de CEO, d'entrepreneur, de leader pionnière et en plus de ça, tu contribues directement à voir émerger de nouveaux projets, à encourager la créativité de nos enfants,
dans la réalisation de leurs idées les plus folles. C'est ça qu'on fait aussi dans la Fabrique des mondes, notamment. Et dans Alliance Héritage, justement, je partageais, pardon, le deuxième pilier qui est pour moi sur le regard de l'autre et comment j'ai accompagné mon fils à aimer la lecture. Donc, il faut savoir qu'il a 9 ans actuellement et ça fait 2, 3 jours qu'il arrive à lire. Et ça a été tout un sujet dans notre parcours parce que bien sûr, on a dans la tête qu'un enfant doit lire à 6 ans et que c'est comme ça et que voilà et qu'on leur trouve toutes sortes de troubles et de machins quand c'est pas le cas. On leur met la pression à l'école. Nous, ça fait 5 ans qu'on est en instruction en famille. Donc la pression, c'est pas du tout le sujet, c'est pas du tout l'ambiance ici. Si je les ai déscolarisés, c'est justement pour leur permettre d'apprendre à leur rythme, d'apprendre aussi des sujets qui ne sont peut-être pas au programme, mais on n'est pas en train de suivre comme ça un truc linéaire. Euh, donc parfois ils sont bien au-dessus du programme et parfois eh ben on n'est pas exactement dans les apprentissages du programme et c'est tant mieux. Parce que ce que je veux leur apprendre par-dessus tout, et c'est notre mantra dans notre famille, c'est que apprendre c'est comme respirer. Apprendre c'est aussi vital que de manger, de dormir. On n'est pas en train de se dire que on mange que de telle heure à telle heure, ou plutôt on va prendre pour la respiration parce que pour le repas, ça se tient pas. Oui, on mange de telle heure à telle heure, on mange pas toute la journée. OK. Mais on ne respire pas de telle heure à telle heure. On va pas respirer que 2 heures par jour. Eh ben, les apprentissages, c'est exactement la même chose. Pourquoi on devrait apprendre que de 9 heures à 17 heures, et puis après, on n'apprend pas le week-end, on n'apprend pas les jours fériés, on n'apprend pas les vacances. Et après, on s'étonne que des personnes adolescentes, adultes et des résistances finalement à l'apprentissage et voient ça comme une corvée. L'idée, en tout cas nous, dans notre vision, c'est vraiment qu'on apprend partout et tout le temps. Alors bien sûr que l'école, il y a des horaires, on pourrait pas faire l'école H24, mais c'est aussi dans l'état d'esprit qu'il y a derrière. C'est-à-dire que nous, nos enfants, ça nous arrivait de faire les apprentissages un dimanche, les jours fériés, il y a plus de vacances depuis 5 ans, heu, on apprend au gré des expériences et de ce qu'on vient leur amener et aussi de leur passion. La lecture, ça a été tout un long, parcours qui a été, compliqué pour mon fils parce que pendant longtemps, il ne voyait pas l'intérêt. Il ne voyait pas l'intérêt, il a intégré dès la petite section de maternelle, faut le faire quand même, que, il n'avait pas le droit de se tromper et pourtant c'est pas du tout notre état d'esprit à la maison, mais il y avait comme quelque chose qui était resté du temps de la maternelle et qui était hyper ancré, à savoir qu'il fallait surtout pas qu'il se trompe, donc pour ne pas se tromper, eh ben, le mieux c'est de pas essayer. Et ça, forcément, ça tient pas dans la vie parce que on va tous se tromper. En tant qu'entrepreneur, si tu m'écoutes, tu le sais que trop bien, que c'est un parcours d'essais, d'ajustements et ce sont pas des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Et nous, en plus, surtout en France, on a vraiment ce truc centré sur les erreurs, sur, les échecs. Et la preuve, c'est que, sur les copies, qu'est-ce qu'ils font? Ils entourent bien en rouge, la faute sur la copie, même s'il y a 99 qui sont hyper justes. On est tout le temps en train de pointer du doigt ce qui va pas, au lieu de montrer aux enfants à quel point c'est, un apprentissage, que bien sûr ils vont tomber, bien sûr ils vont se relever, que c'est pas grave. Tout ça, ça a été compliqué pour mon fils. Quand on est rentré en France en 2023, il y a commencé à avoir beaucoup plus d'injonctions sur la lecture de la part de nos parents, de l'entourage, de proches, lors d'ateliers, de regards, même dans des communautés, hein, d'instruction en famille qui se disent tolérantes, bienveillantes, tout ça. J'ai ressenti énormément de jugements, de critiques, de méchanceté parce que, soi-disant, on doit savoir lire à 6 ans. Alors que moi, ce qui m'éclate, c'est que, quand ma fille était à l'école, puisque elle, contrairement à son frère, elle a fait plusieurs années d'école avant d'être déscolarisée, hem, arrivée en CE1, CE2, il y a des enfants qui ne savaient toujours pas lire.
de manière, fluide et qui tu es encore en train de décrypter. Donc c'est pas parce qu'ils sont à l'école que tout est beau, tout est, hein? OK. Donc il y a eu énormément de pression, d'injonctions jusqu'à, j'en ai un peu parlé déjà, au contrôle d'IEF de l'année 2025, qui s'est très mal passé avec une inspectrice qui a, largement dépassé ses prérogatives et humainement et légalement. Et qui a dit très clairement à mes enfants que s'ils n'allaient pas à l'école, ils ne réussiraient jamais rien dans leur vie et que mon fils était un illettré. Vous imaginez alors à ce moment-là, il avait 8 ans, comment c'est violent d'entendre ça de la bouche d'un adulte qui se dit évaluer le niveau scolaire pour le bien-être des enfants. Et ça, c'est absolument intolérable. Et nous, notre responsabilité en tant que parents, c'est de ne pas laisser passer ce genre de comportement. Que ça soit de notre entourage, que ça soit, de d'organismes, de peu importe de qui ça vient, en fait. Nos valeurs ne sont pas un paillasson et c'est ce que j'ai fait comprendre à mes enfants et l'injonction de rescolarisation, on ne l'a jamais tolérée. On a dû assumer, on a dû, se justifier auprès d'organismes, mais on n'a rien lâché. Parce que, s'il y avait lieu de rescolarisation, ce ne serait certainement pas dans le contexte de la peur, de la pression et de violences, verbales comme ça. Et quand mon fils a su lire, donc il y a quelques jours, donc il a 9 ans aujourd'hui, hem, en fait, mon cœur de maman s'est rempli de joie. Pas parce qu'il savait lire et qu'enfin il rentrait dans les cases, mais parce que la joie, il avait les yeux qui pétillaient, plein d'étoiles dans les yeux, quand il est venu me dire: «Maman, regarde, j'arrive à lire ça!» Et là, j'ai de l'émotion, en fait, de vous le partager ici, tellement c'était, waouh! Il m'a dit textuellement: «Maman, merci d'avoir cru en moi». Et ça, mais c'est en fait le plus beau cadeau, le plus beau, la plus belle victoire, plus que l'apprentissage de la lecture. C'est de voir nos enfants, heu, s'émerveiller, heu, continuer d'apprendre avec plaisir et pas parce qu'il doit, pas parce qu'à 6 ans, on doit savoir lire. Ça n'a aucun sens. Parce que surtout qu'à côté de ça, depuis l'âge de 4 ans, il parle espagnol. On a commencé les multiplications à l'âge de 4 ans. Il est passionné par la construction, tout ce qui a trait à la science. Ben oui, parce que l'apprentissage, ce n'est pas quelque chose de linéaire. On le voit, en fait, dans l'entrepreneuriat. Combien il y a de profils multipotentiels, combien il y a de profils, neuroatypiques qui ne peuvent pas suivre une méthode et y aller de façon linéaire, mais qui s'épanouissent dans le chaos créatif. On demande à des enfants de faire des choses que nous, adultes, on est en train de déconstruire, qu'on on comprend qu'on ne peut plus fonctionner de cette manière et on continue de vouloir, finalement formater nos enfants, aux choses que nous-mêmes, on est en train de déconstruire dans le développement personnel. Vous croyez pas que ça n'a pas de sens et qu'à un moment donné, il va falloir aussi harmoniser les choses du côté des enfants parce que ça ne peut plus tenir. Et aujourd'hui, c'est ce sujet que j'ai envie d'amener parce que si j'avais cédé au regard des autres, si j'avais cédé aux injonctions et je vous raconte pas toutes les choses qu'on a entendues dans nos familles respectives, heu, dans, notre entourage, dans, comme je disais, dans des communautés, diverses et variées. Aujourd'hui, ce que j'ai envie de célébrer, c'est moi, Élodie, qui ai tenu, en fait, qui ai tenu mes valeurs, qui ai tenu, même quand c'était difficile, même quand je m'en prenais plein la tête, même quand je me disais: «Est-ce que je fais bien de fonctionner comme ça?» parce qu'on n'avait aucune preuve. Mais aujourd'hui, ce que je sais, c'est qu'il sait lire. Il demande, à lire plus de pages qu'on avait, convenu avec lui au départ. C'est lui qui est demandeur. Il adore ça et il est en train de se rendre compte qu'il a réussi.
Alors que suite aux injonctions et aux mots violents de l'inspectrice notamment, mon fils croyait qu'il était bête. Il en a fait des crises d'angoisse pendant des mois, avec des problématiques de sommeil, par juste à cause de ce contrôle qui a duré 1h30 où elle les a démolis dans leur confiance en eux. Si je n'avais pas de ressources et si j'avais écouté, l'extérieur, bah, clairement, je les aurais rescolarisés et j'aurais continué d'avoir le cœur en miettes qu'il soit arrivé ça et de voir leur confiance en eux s'effriter. À l'inverse, je leur ai dit qu'il y a personne qui peut les forcer à retourner à l'école, qu'on aura toujours des solutions. L'expatriation est une solution, rester en France et et ne pas céder. Il y a plein de familles qui le font et heureusement, parce qu'on se rappelle que quand même, pour le petit point légal, dans la Constitution, c'est nous qui sommes garants de l'instruction de nos enfants. C'est pas très évident quand on voit ce qui se passe actuellement, mais n'empêche que c'est là. Et c'est notre responsabilité de parents de ne pas céder, aux pressions extérieures, parce ils jouent de la légalité. En ce moment, il y a une vraie chasse aux sorcières contre les familles qui font l'instruction en famille et c'est vrai que c'est un vrai choix personnel. Ça demande du courage, ça demande de se dresser contre des institutions, contre des choses qui sont pas correctes, contre des gens qui sont censés représenter l'autorité et qui, font ce qu'ils veulent de la loi, en fait. Il y a une loi qui dit ça, on s'en fout. Ben non, en fait, on s'en fout pas. C'est nos enfants. Il n'y a pas de richesse plus précieuse que nos enfants. Et en fait, tu observes que c'est le même mécanisme que dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu tolères? Quelles sont tes valeurs? Comment tu vas décider d'agir? Et comment tu te positionnes, en fait, par rapport à tout ça? Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'emmener dans le sujet sur le regard des autres. C'est que oui, c'est difficile. Quand on a des personnes proches, qui nous disent des choses, méchantes depuis le premier jour qu'on fait l'instruction en famille, oui, c'est difficile. Oui, ça nécessite de s'ancrer, de respirer, de pas réagir à l'émotionnel parce que sinon on n'a pas fini et de dire: «Oui, mais moi, c'est ça mon cadre, c'est ça mes valeurs et c'est ça que je veux faire vivre à mes enfants et j'en ai rien à faire que 99 des gens font comme ça». C'est ça que j'ai envie de vous amener dans le sujet du regard de l'autre, à quel point c'est tellement subtil des fois. Ça vient s'immiscer dans tous les domaines de vie, dans comment, on vit au quotidien. Maintenant, j'amène le sujet, de l'apprentissage, mais c'est valable sur tellement de sujets. Quand quelqu'un me dit quelque chose, est-ce que je vais me conformer à la masse? Est-ce que je vais me conformer, à ce que dit, ma mère, mon père, la tante machin, la collègue de travail, mes partenaires business? Ou est-ce que je vais continuer d'œuvrer à partir de ce que moi je crois juste? Ça veut pas dire que c'est la vérité, ça veut juste dire que c'est ma vérité. Moi, j'ai toujours su qu'il saurait lire, quoi. Ça n'existe pas un enfant qui ne sait pas lire, quoi. Et c'est de se dire, en fait: «Est-ce que je me fais assez confiance et est-ce que je fais assez confiance à mes enfants pour suivre leur propre rythme, au lieu de vouloir rentrer en conflit et de leur imposer un rythme?» Parce qu'en fait, il est question de ça. Il est question de liberté, il est question de souveraineté, à quel point je me fais confiance dans le processus, quand bien même moi j'ai pas suivi du tout le même processus et à quel point je leur fais, confiance à eux de réussir en suivant leur rythme. Ça veut pas dire qu'on laisse faire n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'on fait rien, en apprentissage ou qu'on décide de rien faire avec eux. De toute façon, toutes les familles qui ont choisi l'instruction en famille, j'en connais pas une
qui n'est pas hyper concerné de l'avenir de ses enfants, parce que sinon on s'imposerait pas ça, hein. C'est pas un long fleuve tranquille tous les jours. Et là, dans ce regard de l'autre, il est question effectivement de souveraineté et de leadership. Est-ce que je vais moi-même, comment dire? En anglais, on dirait upgrader, ouais, soutenir, améliorer, je trouve pas le mot en français, notre leadership, à traverser les périodes difficiles, les relations, qui se défont parce que, on challenge trop dans notre liberté, notre souveraineté? Ou est-ce que je vais me trahir moi-même, je vais me recroqueviller, je vais suivre comme une bonne, gentille petite fille ce qu'on m'a dit, comme à l'école, et puis à la fin de ma vie, je vais être plein de regrets de tout ce que j'aurais pas essayé? Parce que le sujet, il est là. À quel moment j'ai envie, d'avoir des regrets? Il vaut mieux réajuster sa route que de ne jamais essayer. Et c'est ce que je dis tous les jours à mes enfants. C'est le seul moment où tu échoues vraiment, c'est quand tu abandonnes alors que tu sais que tu devrais continuer. Pas que tu arrêtes parce que tu sais que c'est plus juste pour toi, mais ce moment où tu abandonnes alors que tu sais que tu en es capable. C'est juste que tu veux pas te confronter à la difficulté. C'est ça le vrai échec. Tout le reste, c'est pas des échecs. C'est que des essais et c'est que apprendre. On n'a pas appris à marcher en se disant, on n'a pas été Jésus, hein, on s'est levé, on a marché, pof du premier coup. Non, on est tombé. On est tombé sur les fesses, on s'est relevé, d'abord avec les mains, en s'appuyant un peu partout, et puis après, on a su marcher, sans se tenir. Et ben, l'apprentissage, nos entreprises, tous les domaines de vie, c'est exactement la même chose. Mais il y a ce regard extérieur. Souvent de gens qui, ne tentent moins, ne prennent pas de risques, ne sont pas là où on aimerait nous être, sont justement dans la conformité par rapport à des injonctions, des loyautés familiales, des loyautés par rapport à la société. Et en fait, c'est un vrai choix intérieur. De se dire: «Est-ce que je continue de me conformer alors que je sens qu'à l'intérieur, je suis en train de m'éteindre, que ça me rend, pas heureux du tout? Ou est-ce que je vais prendre mon courage à 2 mains, aller dans des zones que je n'ai jamais explorées, mais de dire: "Waouh, je me sens vivant, on y va"». On y va. Et c'est vraiment ça, ce chemin à travers le regard de l'autre. Alors là, je vous parle de l'apprentissage, mais c'est valable dans tous les domaines. Et juste de vous poser là, quelques secondes, de vous dire: «OK, c'est quoi les domaines de vie ou les situations où je suis encore en train de me conformer à ce qu'on m'a dit que je devrais faire?» On le voit tellement en business aussi. «Ah mais machin m'a dit que je devais faire telle stratégie. Ah oui, mais l'autre a dit que ça. Ah oui, mais une telle, elle fait ça, donc je devrais peut-être faire pareil». La conformité est vraiment le plus gros fléau. Et pour ça, ça demande de se connaître, parce que clairement, ce genre de, décision, la façon dont mon fils a appris la lecture, probablement qu'il y a 10, 15 ans, j'aurais pas été capable de tenir ça. Déjà, l'entourage était beaucoup plus, poussif. En tout cas, j'avais la responsabilité de les laisser faire, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, et je me serais laissée, convaincre.
Et c'est beaucoup, on retrouve beaucoup ça en fait dans, la façon dont sont faits aussi les devoirs après l'école. Dans combien de familles c'est, des difficultés, des conflits, heu, de la confrontation. Mais c'est pas ça apprendre. Et nous, on le sait en tant qu'entrepreneurs, on est tout le temps en train de se former. Est-ce qu'on reste dans un univers, qui nous presserait comme un citron, heu, où on nous dit, «Tu dois apprendre là, tout de suite, maintenant», ben non, en fait. Et c'est en ça que c'est pas l'école qui est mauvaise, c'est qu'on a perdu l'essence de ce qu'était l'apprentissage. Et l'essence de l'apprentissage, c'est l'être humain est câblé pour apprendre. Les enfants, ils ont pas besoin de nous pour apprendre. C'est parce qu'on veut les presser comme un citron dans un timing, ultra serré, qu'on respecte pas leur, fonctionnement, qu'on respecte pas leur physiologie. Typiquement, c'est pas pour rien qu'un adolescent n'apprend pas pareil qu'un enfant et c'est pas une question d'âge. Enfin si, c'est une question d'âge parce qu'ils sont pas dans la même physiologie, mais c'est aussi une question de rythme biologique, de fonctionnement du cerveau. Le cerveau d'un adolescent ne fonctionne pas du tout de la même manière dans le rythme de la journée que le cerveau, d'un enfant de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ans. Et si on réintroduisait cet apprentissage par le plaisir, qui est d'ailleurs beaucoup moins énergivore, beaucoup plus profitable et beaucoup plus rentable puisque vous donnez des ressources à vos enfants qui vont leur tenir toute leur vie et ils vont être dans cette spirale où on apprend constamment parce que c'est normal d'apprendre, autant que c'est normal de respirer. Et ça demande une identité de parent, une posture de leader, parce que effectivement, on traverse le regard des autres, on traverse notre propre besoin de contrôle parfois, nos peurs à nous, pour ne pas les projeter à nos enfants. Et c'est en ça que ça demande ben, tout tout un détricotage de toutes les loyautés, les conditionnements que nous, on a eus et qui se sont installés au fur et à mesure des années. Et tant qu'on fait pas ce détricotage, ben, on va malheureusement, continuer de, refourguer des paquets de conditionnement à nos enfants. Je sais que mon fils, heu, dans quelques années, il y a des choses dont il se souviendra pas, mais clairement ça, il s'en souviendra. Il s'en souviendra à quel point, ça a été joyeux d'apprendre à lire. Et je peux vous assurer que moi, mon apprentissage de la lecture, c'était pas du tout la même ambiance, quoi. Et pendant de nombreuses années, ça m'a pourchassée parce que du coup, je ne voulais pas lire. Je ne trouvais pas l'intérêt. Bah oui, parce que je l'avais appris dans la violence, dans les cris. Et après, j'en ai parlé dans une autre vidéo, on va se dire: «Ah mais je comprends pas, il est adolescent, il veut pas apprendre, il s'intéresse à rien». Bah oui, mais soit on leur a coupé l'élan en leur disant: «Non mais ça c'est pas le programme, donc tu verras ça plus tard». Donc il a intégré que certaines choses, il a le droit d'apprendre, certaines choses non. Et puis pour d'autres choses, on les presse comme des citrons à dire, «C'est maintenant qu'il faut apprendre», hein. Sauf que le cerveau est pas du tout câblé comme ça, quoi. Et c'est ça qu'on vient travailler dans Alliance Héritage pour ensemble, en fait, élever nos postures, élever nos discours, élever les normes de l'éducation et de l'instruction et ne plus refourguer des paquets de conditionnement à nos enfants. Et en plus, on œuvre ensemble. C'est pour ça que c'est un cercle. On œuvre ensemble en finançant directement, les projets, créatifs de nos enfants. C'est ça qu'on vient faire dans Prism Factory. Parce qu'on ne peut pas, proposer des choses aux enfants sans
accompagner des parents leaders à élever les normes de l'éducation ensemble. Et le regard de l'autre n'est plus un sujet, en fait. Quand tu es dans ta posture, dans ton ancrage, ton identité de parent leader, tu confiance en tes instincts, tu confiance en ce que tu fais, tu confiance en ce que tu transmets à tes enfants. Et le regard de l'autre, c'est plus un sujet. Bien sûr qu'il y a toujours des réflexions, des critiques qui vont venir piquer un peu. On est des humains, c'est complètement normal. Mais on ne va plus laisser ces phrases, ces pics nous diriger et conditionner nos décisions, conditionner notre parentalité, conditionner notre entreprise derrière. Et ça change tout. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura, apporté, des prises de conscience, des, des déclics. N'hésitez pas à me partager, sous la vidéo. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre rubrique. Ça sera, la rubrique Ados potentiels. Je me réjouis de vous retrouver et on se dit à très vite. Prenez soin de vous, prenez soin de vos enfants et je vous embrasse. Ciao.